On se dit tout et surtout ce qu'on pense. Pour beaucoup de nos auditeurs de confession chrétienne, c'est un jour important, un jour de fête, de recueillement, de transmission, un jour qui parle de paix et de lumière. Nous voulons simplement le reconnaître avec respect, sans comparaison, sans récupération, parce que reconnaître la fête de l'autre n'enlève en rien ce que l'on est. Et précisément parce que nous sommes une radio qui croit à la clarté, nous refusons la confusion. Car pendant que certains célèbrent le monde, lui, reste traversé par des menaces bien réelles. Pendant ce temps, des faits choquants se produisent près de nous. En juin dernier, un enfant juif de 7 ans a été agressé verbalement à l'aéroport de Roissy, traité de cochon simplement parce qu'il était juif. 7 ans, dans un aéroport européen. Ces actes ne sont pas anecdotiques, ils révèlent que la haine peut frapper partout, qu'elle cible les plus vulnérables et qu'elle se banalise. Aujourd'hui, notre invité est Claude Moniquet, ce n'est pas un hasard. Claude Moniquet est l'un des rares analystes qui, depuis des années, observe le terrorisme et les idéologies islamistes avec rigueur, constance et lucidité. Quand beaucoup commentent, lui analyse. Quand certains simplifient, lui relie les points. Et les points, justement, méritent d'être reliés. Alors que l'État islamique appelle à frapper la Belgique, alors que l'Europe reste une cible déclarée, notre pays a choisi de se joindre à l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice pour demander la condamnation d'Israël. La question n'est pas émotionnelle, elle est stratégique. La Belgique ne se trompe-t-elle pas de combat, ne se trompe-t-elle pas de lecture du monde ? Israël n'est pas exempt de critiques, mais Israël est aujourd'hui en première ligne face à des organisations qui combattent les mêmes valeurs que celles que l'Europe prétend défendre. Ce sont les mêmes idéologies qui frappent ici et là-bas, les mêmes discours de haine, les mêmes méthodes. Et c'est pour cela que la parole de Claude Moniquet est essentielle aujourd'hui, parce qu'elle permet de sortir des slogans et regarder la réalité telle qu'elle est. C'est un analyste reconnu des questions de terrorisme et renseignement, comprendre le 7 octobre 2023, et un autre livre qui s'appelle « De l'Antiquité à la Première Guerre mondiale ». Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, merci d'être avec nous. Fixé au rendez-vous de On se dit tout, surtout ce qu'on pense. Avec, on l'a dit, mais bien sûr, il est avec nous dans le studio, Claude Moniquet. Bonsoir Claude Moniquet. Bonsoir Olivier et merci pour cette présentation flatteuse que je ne mérite pas. Oh, je pense que oui quand même. En tous les cas, on est ravis de vous avoir avec nous en studio. Juste à côté de Claude Moniquet, Édouard Goldschneider. Bonsoir Édouard. Bonsoir Olivier, joyeux Noël à tous. Ben voilà, joyeux Noël à tous nos auditeurs de Confession chrétienne, on l'a dit dans l'édito. Serge Bézère qui est à l'air en pleine forme. Mais oui, également. tout à fait, absolument, toujours en pleine forme. La soirée s'est bien passée, Serge ? La soirée s'est bien passée. On a fêté, on fête tout ce qu'il y a à fêter. Donc on fête Noël, Hanouka, on fête tout. Fête, Nous on prend, moi je prends. Moi je suis de ceux qui accueillent l'ensemble des fêtes. Et ben, il disait, hein, sa deuxième maison, moi j'allais dire c'est plutôt même sa première maison, pardon. Il y a avec nous Isaac Franco qui est là. Bonsoir Isaac. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. On vous retrouve tous les lundis, cherchez l'erreur, entre 17 et 18 heures. Et on le dit toujours, vous n'êtes pas près d'être au chômage, j'ai envie de dire malheureusement, parce que des erreurs... Il y en a tout le temps. Claude Moniquet, on va rentrer dans ce qui nous occupe actuellement. Quand l'État islamique appelle à frapper la Belgique aujourd'hui, est-ce que c'est un signal opérationnel ou un message de propagande destiné à exister médiatiquement selon vous ? Non, ce n'est pas un message opérationnel, ce n'est pas un déclencheur, pour deux raisons. D'une part, parce que l'État islamique, quand il a déclenché dans le passé des attentats, ne l'a évidemment jamais fait
publiquement. Il le fait par des moyens qui lui sont propres, par des canaux clandestins, des messageries cryptées ou d'autres systèmes. Et puis deuxièmement, de toute façon, il n'a plus les moyens aujourd'hui de déclencher quelque chose. L'État islamique peut inciter, peut impulser des actions, peut récupérer des actions, mais il n'a pas les capacités aujourd'hui de mettre en place des réseaux opérationnels en Europe, comme il l'a eu dans la terrible séquence qu'on a connue entre 2014, le musée juif de Bruxelles, premier attentat de l'État islamique en Europe, et Barcelone, der Ramblas, en 2017, en août 2017, dernier attentat strictement État islamique. Donc c'est pas un déclencheur, c'est plus un message de propagande. Je mettrais quand même un petit bémol, parce que les choses sont toujours plus compliquées qu'elles ne paraissent. Il y a une branche de l'État islamique qui pourrait agir en Europe et en Belgique, c'est l'État islamique au Khorasan, le IK. Le Khorasan, c'est une ancienne province islamique qui couvrait de l'Afghanistan à l'Iran, en passant par la Russie, l'Asie centrale, le Caucase. Et c'est eux qui ont fait l'attentat du Crocus City Hall à Moscou, 140 morts. C'est eux qui ont projeté des attentats contre les Jeux Olympiques de Paris, qui ont été empêchés par la police allemande et belge d'ailleurs. Et ils ont eu d'autres tentatives organisées avec des réseaux structurés. Mais c'est les seuls. L'État islamique, globalement, n'a plus les moyens de frapper directement par des réseaux structurés en Europe, et donc n'a pas les moyens de les déclencher. Et la Belgique reste, selon vous, une cible facile en Europe et si oui, j'ai envie de dire pourquoi? Alors, je ne dirais pas que c'est une cible facile. Il y a à la fois pas de cible facile en Europe, parce que nos services de renseignement et de police, contrairement à ce que certains pensent, travaillent bien. Et l'immense majorité des attentats sont fort heureusement empêchés depuis des années, déjà d'ailleurs dans la période dont je parlais, 2014-2017. Mais il n'y a pas d'assurance tout risque dans ce domaine-là, tout le monde le sait. Mais au-delà de ça, la Belgique, en même temps, il n'y a pas de cible facile, et en même temps, tout pays peut être une cible, parce qu'en fait, prévenir un attentat, c'est extrêmement compliqué, surtout quand on est en face de ce qui se pratique essentiellement depuis des années, c'est-à-dire l'attentat individuel ou en toute petite cellule. Si vous avez un type dans sa chambre qui prépare un attentat, comment vous le détectez? Si vous avez deux frères ou un père et un fils, exactement. Un père et un fils, comme à Bondi Beach, qui préparent un attentat, comment vous détectez? C'est assez compliqué. Donc, oui et non. Mais la Belgique est intéressante parce que la Belgique, siège de l'Union européenne, siège de l'OTAN, plus grande concentration ou une des plus grandes concentrations de diplomates et de journalistes au monde. Donc, si vous frappez Bruxelles, vous êtes assuré d'avoir un impact mondial. Bruxelles n'est pas la cible principale de l'État islamique en Europe, ça reste la France et le Royaume-Uni, l'Allemagne aussi de plus en plus. Mais du fait de sa spécificité internationale, Bruxelles est une cible enviable. Mais alors, en fait, ce qu'on recherche avec ça, c'est vraiment faire peur, c'est du terrorisme psychologique? C'est deux choses. D'une part, c'est certainement faire peur, c'est entretenir le terroriser au sens premier du terme, au sens étymologique du terme. Et puis deuxièmement, c'est tout bénéfice parce que l'État islamique, le type qui est à son petit clavier en train de taper son petit message peut tout à fait se dire il y a un islamiste déjà convaincu ou un cinglé, parce qu'il y a quand même beaucoup de déséquilibrés qui ont peu à voir avec l'islam radical, mais beaucoup à voir avec la psychiatrie qui se sentent motivés par ce genre de choses. Ça va peut-être encourager un type à passer à l'acte. Et là, bingo, je pourrais dire waouh, moi, État islamique, j'ai organisé un attentat ou suscité un attentat à Bruxelles. Avec rétroactivement le fait de dire mais je suis affilié à ou ce genre de choses-là, quoi. Oui, tout à fait. Alors, quand il y a affiliation, c'est déjà plus sérieux parce que l'affiliation, c'est le Baaya, comme on dit, le serment d'allégeance à un groupe terroriste, au calife, à l'émir, au commandant du groupe. C'est très procédural. Il faut vraiment le faire, l'enregistrer, etc. Donc là, ça dénote déjà un lien, même s'il n'y a pas eu de lien structurel d'entraînement, d'adhésion physique au groupe. C'est pour ça que parfois on a qui se revendiquent mais c'est pas la même chose qu'affilié à. Tout à fait. D'accord. Isaac ? Oui, où dans la mouvance frères musulmans vous classez État islamique? On n'en a pas beaucoup entendu parler ces dernières années. Nulle part. Est-ce que ce n'est pas les plus radicaux d'entre les radicaux, mais qui s'inscrivent aussi et encore toujours dans la mouvance des frères musulmans? Non, ce sont deux mouvances totalement différentes. Alors qui poursuivent idéologiquement exactement le même but, qui est l'établissement d'un califat mondial et l'établissement de la charia comme norme légale partout dans le monde. Ça, là-dessus, ils se rejoignent. Ils ne se rejoignent pas du tout sur les méthodes. Les frères musulmans pratiquent, ce sont les trotskistes de l'islam radical, donc les entristes. En fait, ce qu'ils pratiquent, c'est le recrutement de jeunes
jeunes particulièrement doués dans les écoles, ils les prennent très jeunes, ils les poussent à faire de bonnes études, de manière à pouvoir intégrer la fonction publique, des entreprises. L'entrisme institutionnel. Entrisme institutionnel et changer les choses de l'intérieur. Et C'est Antonio Gramsci qui disait ça. C'est Antonio Gramsci. Tout à fait. Et puis, ce sont les trotskistes, Mélenchon par exemple, etc. Ce sont des gens qui avaient investi à l'époque le Parti socialiste pour faire avancer leur programme révolutionnaire. Ça, c'est les frères musulmans. Nos amis, si je peux dire, de l'État islamique, comme les gens d'Al-Qaïda, ce sont des salafistes. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas dans une logique d'entrisme, mais de rupture. Dans le meilleur des cas, pour les salafistes, on a ce qu'on appelle, et qui est très majoritaire, fort heureusement, l'entrisme piétiste ou quiétiste. Donc ce sont des gens qui simplement entre guillemets, disent « je veux pratiquer ma foi le mieux possible et donc je me coupe le plus possible de la société occidentale ». On a même par exemple en France des communautés rurales salafistes, de gens qui se regroupent communautairement comme les gauchistes et les hippies le faisaient dans les années 60, dans une petite ferme, qui enseignent à leurs propres enfants et qui n'ont aucun contact avec... C'est leur méthodologie qui diffère. Oui, attendez, je termine juste là-dessus parce que c'est un point important. Donc ça, c'est la majorité. Ils sont très très gênants sociétalement. Ils ne présentent pas de risque de sécurité pour nous. Et puis, il y a les djihadistes. Et ça, c'est Al-Qaïda et c'est l'État islamique. Et eux, en fait, ils ne sont pas du tout dans une logique entriste. Ils sont dans une logique guerrière. J'entends. Donc, les uns sont en costume 3 pièces. Oui. Et les autres sont en battle dress, si je comprends bien. C'est un peu la même chose qu'il y a, par exemple, entre l'autorité palestinienne et le Hamas. On pourrait le comparer, oui, tout à fait. Ils font la guerre, cela étant. Ils sont une guerre même assez sérieuse. Ils se tuent assez copieusement entre eux. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas. C'est pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut pas, pour bien comprendre les choses, il faut bien les définir. Et c'est pour ça que je pense pas qu'on puisse faire d'amalgame entre les deux. Mais les deux sont à combattre. Entendons-nous bien. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir aussi un point de vue d'une personne qui est vraiment à l'intérieur et qui analyse à la fois les comportements politiques et aussi la véracité de la menace pour aussi mesurer l'ampleur. Et c'est toujours rassurant aussi d'avoir quelqu'un de l'intérieur qui nous donne un retour des services de renseignement et de leur travail effectué aussi en Europe pour déjouer des attentats. Après, c'est vrai que moi, en tant que citoyen, moi, je m'intéresse plus au comportement politique qu'à la menace armée et terrorisme. Moi encore, cette semaine, je regarde de temps en temps la teneur des menaces. Donc ces personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes modus operandi que l'État islamique, mais qui aujourd'hui n'ont aucun problème à s'identifier et à légitimer l'action violente de personnes avec qui idéologiquement ils ont ce même but. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de remparts politiques clairs au sein de partis traditionnels de ce pays qui font réellement rempart pour en fait vraiment maintenir une douve entre des personnalités qui effectivement n'ont pas du tout les mêmes modus operandi, mais qui sont tout à fait aujourd'hui, qui sont en train de légitimer toute forme d'action, que ce soit en Australie, etc., de par le fait qu'Israël identifie tous les juifs du monde à une forme de crime passif. Et moi, c'est quelque chose aujourd'hui qui me frustre énormément, de voir que même des gens qui ne sont pas nécessairement des terroristes en puissance, sont en tout cas des terroristes de la pensée sur les réseaux sociaux. Encore aujourd'hui, je voyais encore des messages de salles juifs qui est complètement banalisé sur Facebook, sur Twitter, sur une conversation François Skepmans qui a été juste allumé quelques bougies de Hanouka. Je vois aujourd'hui une rupture beaucoup plus menaçante, non pas d'organisation terroriste, parce que je pense que M. Moniquet l'a bien rappelé, mais plutôt d'une partie de notre société, de gens qui ont le passeport belge, qui font de l'entrisme et qui ont une haine viscérale de ce que nous sommes et qui nous menacent presque tout autant. Oui, je suis d'accord avec vous. Entendons-nous bien, je n'ai pas voulu présenter les frères musulmans comme étant des gens sympathiques. Ah non, et que j'inviterai à Thanksgiving. Je pense, le terrorisme a une énorme capacité de nuisance. Le terrorisme tue. Donc c'est terrifiant, il est à l'origine de drames. Mais le terrorisme n'a pas la capacité de détruire nos États. Les frères musulmans l'ont. Et c'est leur but. Comme d'ailleurs le crime organisé, qui est à mon avis une menace beaucoup plus grave aujourd'hui que le terrorisme. Par la corruption, il a la capacité de détruire l'État et c'est ce qu'il fera. Alors précisément, est-ce que les actions, par exemple, de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, est-ce que ça gêne pas les frères musulmans dans leur volonté d'entrisme institutionnel ?
Bien sûr, ça gère. D'ailleurs, les frères musulmans sont tout à fait capables. Les frères musulmans officiellement n'existent pas. Non, je sais. En tant qu'entité juridique, absolument. Ça n'existe pas. C'est une mouvance, une galaxie. Vous connaissez la formule. Hein, le plus grand succès du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et les frères musulmans, c'est un peu ça. Ils disent il n'y a pas de frères musulmans, c'est quoi? Mais ils ont une série d'associations qui sont clairement identifiées. Et on pourrait tout à fait avoir une association des frères musulmans. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais il y en a peut-être eu qui ont condamné l'attaque de Bondi Beach. Ça ne veut pas dire que in petto, il la réprouve, mais stratégiquement, ça ne leur convient pas. Ils sont tout à fait capables de la condamner, bien sûr. Tout à fait. Claude Meniquet, l'État islamique aujourd'hui est-ce qu'il y a des cibles qui sont plus exposées que d'autres sans que ce soit officiellement assumé? Et vous pensez, bien sûr, vous avez une idée de quelle cible j'ai dans la tête? Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça a été dit dans le message de menace de l'État islamique, même si de nouveau il n'est pas à prendre comme étant un déclencheur, les juifs et les chrétiens. Les juifs, clairement... On peut dire les juifs d'abord? On peut être sur la première marche du podium, malheureusement, j'ai envie de dire. Je n'irai pas jusque-là parce que c'est plus compliqué. Certains, on se trouve clairement dans le top 2, voire dans le top 1, à ce moment on serait tout seul. Mais je pense que les chrétiens sont quand même très très visés. D'ailleurs, on le voit bien dans d'autres pays que dans d'autres continents. En Afrique, c'est continuel. Mais l'État islamique vise aussi les musulmans. Les musulmans, il y a eu au Nigeria cette nuit, hier soir, une mosquée qui a été attaquée. Il y a eu 7 morts parce que probablement cette mosquée avait déplu à l'un de l'autre chef émir salafiste. Mais clairement, les juifs en position 1, les chrétiens en position 1 ex aequo ou 2, et puis globalement... Les infidèles, les apostats. Nous, en fait, la société. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'ils détestent chez nous? Ils détestent le fait que nous avons des lois civiles, ils détestent le fait que les hommes et les femmes sont, même si tout n'est pas parfait, ont un statut légal d'égalité, en tout cas en Europe. Ils détestent la liberté d'expression, ils détestent le droit de blasphémer. Ils détestent tout. Ils nous détestent. Ils nous détestent notre manière de vivre. C'est pour ça que quand je vois certains bien-pensants récuser l'expression de guerre de civilisation, je suis moins optimiste qu'eux. En tout cas, dans le chef des islamistes, c'est une guerre de civilisation. Mais à partir du moment où l'ennemi vous déclare la guerre, vous devez considérer que vous êtes en guerre. Il faut l'expliquer à nos dirigeants. Voilà. Alors, peut-être faire un bilan, avant de passer au sujet suivant, de ce qui s'est passé j'ai envie de dire, en 2025 avec les islamistes, et vers où, selon vous, va-t-on en 2026? Est-ce qu'on va vers la même chose? Est-ce que ça va se calmer parce que finalement les gouvernements vont prendre le taureau par les cornes, si on peut le dire comme ça? Ou est-ce que ça va être catastrophique et on va se retrouver avec des attentats qui risquent de... J'ai envie de vous dire que si vous deviez jouer à des mauvais pronostics. Alors j'ai mis ma boule de cristal en congé pour les fêtes, donc je ne peux pas vous répondre avec précision. Il n'y a aucune raison que ça s'améliore, ça c'est clair. Aucune. On ne peut pas être optimiste et se dire tiens, finalement on commence à comprendre que les gouvernements d'Europe, entre autres, commencent à comprendre que ça va être compliqué si on laisse la situation dégénérer comme ça? Non, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. Mais on n'agit pas vraiment. Alors oui et non. On n'agit pas assez, on agit maladroitement, on fait parfois des choses pour apaiser la bête en disant on va la nourrir un peu, ça va la calmer. Quand on nourrit une bête affamée, en général elle a encore plus faim, donc ça la calme pas du tout. Donc il y a des choses qui se font, mais il n'y a pas de... Si on prend par exemple la lutte contre l'antisémitisme, qui de nouveau est à séparer du terrorisme, puisqu'il y a beaucoup de manifestations d'antisémitisme qui sont pas du terrorisme, fort heureusement. Tous les gouvernements européens, même les plus anti-israéliens, même les Irlandais, les Espagnols, condamnent l'antisémitisme. Tout le monde. Ouais. Il y a des lois. Parfois, on les applique, plus dans certains pays que dans d'autres. Plus en Belgique, en France, il y a plus de risques d'être condamné par un antisémite virulent qu'en Irlande ou en Espagne, probablement. Mais pas assez. Il y a des choses, par exemple, la criminalisation du slogan de la rivière à la mer. From the river to the sea, serait à mon avis un bon point. En France, il y a eu d'ailleurs avec M. Macron, qui depuis a changé, mais M. Macron avait fait de bonnes choses au début. Rappelez-vous que c'est lui qui a introduit dans la définition de l'antisémitisme l'antisionisme.
ce qui était un grand pas en avant. Malheureusement, c'est le même Macron qui a refusé de se joindre à la marche contre l'antisémitisme après le 7 octobre. Et là, il est invité à une nouvelle le 27 janvier par les Klarsfeld, je pense. Monsieur Klarsfeld, par le père Klarsfeld, en effet. On verra s'il vient. Donc des choses sont faites, d'autres ne le sont pas. Mais globalement, il n'y a aucune raison pour que l'antisémitisme baisse. Au contraire. En fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'après 1945, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais être antisémite après 1945, c'était pas chic, quoi. C'était pas bien, c'était assez mal vu quand même. Et puis, il y a eu une grande vague de sympathie pour Israël, il faut le dire, entre 1948 et disons, la guerre de Kippour. 73, ouais. Après la guerre de Kippour, ça a commencé à baisser, d'une part parce que les Israéliens ont été en dessous de tout au niveau de la propagande, de l'asbara, je veux dire, de l'information, et ont complètement perdu cette bataille. Et deuxièmement, parce que la partie adverse a intelligemment exploité les images, et que quand vous avez un enfant de 7 ans avec une pierre devant un Merkava de 70 tonnes, pour qui votre cœur va pencher si vous n'êtes pas impliqué directement dans un camp ou dans l'autre? Plutôt du côté du tank. Non, je plaisante. Plutôt malheureusement, enfin, humainement, plutôt du côté de l'enfant. Donc cette bataille a été perdue. Et puis après, il y a eu la montée, l'exploitation et la montée l'exploitation par les islamistes et par l'extrême gauche, la remontée de l'antisémitisme, qui a libéré une parole antisémite, y compris à droite. Ce qu'on voit par exemple aux États-Unis avec les républicains aujourd'hui. Une décomplexion qui fait que depuis qu'on accuse Israël de génocide, après tout, qu'est-ce qui différencie Israël des nazis, au fond? Pardon. Non, vas-y. Dans votre équation, vous avez oublié l'immigration. Alors l'immigration, effectivement, non, je l'avais pas vraiment oublié. Enfin, vous n'en avez pas parlé. Mais comme vous me relancez là-dessus, je vais vous répondre. Là aussi, je ne serai pas politiquement correct. Tout le monde sait, c'est ce que disent beaucoup de gens, qu'il n'y a pas dans la presse bien pensante. Qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration. Qu'il n'y a pas de lien ni entre l'immigration et la criminalité organisée, ni entre l'immigration et le terrorisme ou l'antisémitisme. Tout le monde sait très bien que c'est le contraire. Alors, je ne dirai jamais, et je ne pense pas que la majorité des immigrés... C'est ça, j'allais vous reprendre là-dessus. Oui, que la majorité des immigrés sont antisémites, y compris les immigrés musulmans. Je ne le pense pas une seconde. Et je ne dis pas ça par politesse ou par... Je le dis parce que je travaille avec des musulmans tous les jours. Voilà, je les connais d'assez près. Mais on ne peut pas nier que quand on importe massivement, et c'est ce qu'on a fait, une communauté, elle vient avec ses valises. Oui. Et dans ces valises, il y a différentes choses positives et négatives. Et il y a un antisémitisme musulman qui a toujours existé, qui existe, et qui donc est venu aussi avec cette immigration. Et donc l'électoralisme, le souci électoral aidant, eh bien on cultive ces nouvelles communautés. La grande clairvoyance de nos dirigeants politiques, que ce soit en Belgique ou en France, plutôt ceux de gauche, et d'extrême gauche, et plutôt les écologistes, pour ne pas les citer, il ne faudra pas les oublier, ça leur ferait de la peine, ont effectivement, en partie par angélisme, en partie par complète stupidité, parce qu'il faut parler avec ces gens, il faut les écouter. Je parle même des dirigeants. Quand vous avez la présidente Écologie Les Verts. des Verts en France qui explique que la moitié de la population palestinienne a été génocidée à Gaza, on ne sait pas s'il faut lui offrir un atlas, un dictionnaire ou une calculette, mais enfin, manifestement, elle a des problèmes. Oui, ils ont cultivé par angélisme, par bêtise, et puis par stratégie électorale. Et bien entendu par clientélisme. Bien sûr. Isaac Franco, alors la décision de la Belgique de se joindre à l'Afrique du Sud, à la CGI, contre Israël, vous nous expliquez peut-être exactement ce qu'il en est, parce qu'elle est avec, mais elle n'est pas avec, donc les auditeurs puissent exactement comprendre les choses, et je sais que vous en avez là. Elle n'est pas avec. Elle n'est pas avec. Il faut bien distinguer l'intervention de la Belgique. La Belgique intervient pour donner sa définition juridique, pour préciser sa définition juridique du génocide. Elle ne se range pas derrière le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Espagne. C'est important de le préciser. Oui, c'est très important de le préciser. Il y a des charges. Hein, c'est pour ça que c'était la première question d'introduction, c'est pour bien mettre le cadre. C'est important de le préciser parce que, en première réaction, lorsqu'on prend connaissance de l'information, on se dit notre pays porte une accusation extrêmement grave contre l'État d'Israël. Ça n'est pas le cas. Le souci de la Belgique dans son intervention auprès de la Cour internationale de justice, c'est de donner sa définition juridique, des précisions juridiques quant à son interprétation de la définition du génocide. C'est cela qu'elle fait. Elle ne prend pas parti. Pourquoi ils viennent là-dessus ?
Bien, parce que le génocide, la définition de génocide mérite manifestement d'être précisée, puisque aujourd'hui, tout est génocide. Plus que jamais. Et donc, il est important. D'abord, il est important de préciser que la Cour internationale de justice n'a jamais dit qu'il y a eu génocide. C'est important de le préciser. Et Madame Denot, qui présidait la Cour internationale de justice, avait simplement dit que le peuple palestinien avait, comme toute autre collectivité, le droit d'être protégé du risque de génocide et demander à Israël de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre les Palestiniens à l'abri de ce risque-là. C'est tout. Maintenant, on a fait une interprétation très, très abusive de cette décision de la Cour internationale de justice, qui ne rendra sa décision d'ailleurs que dans plusieurs années, pour dire de la présidente de la Cour internationale de justice qu'elle avait dit d'Israël qu'elle commettait un génocide. Et donc, je pense que l'intervention de la Belgique pourrait être bénéfique. Maintenant, tout dépendra... Pour être bénéfique pour qui ? Pour Israël. Oui. Tout dépendra de l'équipe de juristes que la Belgique constituera pour travailler à cette fin. Ça dépendra beaucoup. Si on va chercher naturellement des juristes qui se trouvent dans une certaine école ou dans certaines universités... La promotion Rima Hassan, pourquoi pas ? Pourquoi pas. Mais donc ça dépendra beaucoup des personnalités qui seront choisies par nos autorités pour amener ces précisions. Mais est-ce que, selon vous, autour de la table, quand la démarche qui est faite comme ça par la Belgique, en fait, parce que moi j'entends bien, donc c'est ni à charge ni à décharge, c'est purement presque intellectuel pour justifier, mais cette démarche, quel est l'objectif ? C'est uniquement pour préciser les termes, parce que la Belgique elle-même veut ne pas être peut-être un jour accusée d'avoir participé ou fait elle-même un génocide, puisqu'on sait que ce serait possible encore. Quelle est la raison pour laquelle la Belgique sort du bois alors que l'ensemble des autres pays européens ou d'autres ailleurs, eux ne se bousculent pas non plus en disant mais nous aussi on veut donner notre interprétation de la notion de génocide. Alors il y a deux raisons. Il y a d'abord une raison de politique belge, belgo-belge. Moi, je parle souvent, enfin, j'ai parlé à plusieurs reprises avec GLB, que je connais bien. Sur Israël, sur toutes ces questions, il est totalement clair et sans ambiguïté. C'est pas le cas de M. Prévost. Ou plutôt, je dirais non, M. Prévost est également sans ambiguïté. Il est sans ambiguïté contre Israël. Il avait déjà, à l'époque de la reconnaissance de la Palestine, il était sorti tout seul du bois en se précipitant devant les micros à la sortie du Caire en expliquant que la Belgique allait reconnaître la Palestine. C'était quand même beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il y avait une série de conditions. Sans conditions. Il avait complètement oublié dans sa communication. Et là, c'est clair que c'est Prévost qui voulait cet apport de la Belgique. C'est pas Daniel Prévost le comique, malheureusement. Malheureusement, non. Quoique, il soit assez comique, si on aime ce genre de comique cynique, il est assez drôle. C'est aussi un rigolo. Oui. Mais donc il y a ça, c'est l'aile gauche du gouvernement. Les socio-chrétiens flamands et francophones sont l'aile gauche du gouvernement et il faut leur donner les dégages. Le deuxième point, sur le fond du débat, c'est que dans le débat sur la définition de génocide, parce qu'à un moment, si on condamne pour génocide, il faudra bien dire ce qu'est le génocide. Il y a toute une série de gens, plutôt marqués à gauche et plutôt marqués pro-palestiniens, ou plus exactement anti-israéliens, parce qu'on a tout à fait le droit d'être pro-palestinien, moi ça ne me dérange pas. D'ailleurs, moi personnellement, je ne suis pas en État palestinien, mais dans d'autres conditions, c'est tout. Ces gens veulent retirer au moins une partie de la définition qui est très importante, qui est l'intentionnalité. Et ça, c'est très grave. S'il y a génocide, c'est qu'on a l'intention de tuer. Il faut matérialité et intentionnalité. S'il n'y a plus d'intentionnalité, n'importe quelle guerre civile, massacre devient un génocide. Bien sûr. Donc, si la Belgique se bat là-dessus, je dis bravo et j'applaudis des deux mains. Maintenant, effectivement, ça va dépendre des experts, ça va dépendre de qui l'emportera au gouvernement, mais jusqu'à preuve du contraire, le chef du gouvernement, c'est M. De Wever, qui n'est pas spécialement un ennemi d'Israël. Donc, on peut penser qu'il va modérer les ardeurs et l'enthousiasme de M. Prévost. Je me permets de rebondir. Je regarde Édouard, là, qui est notre juriste. Tu es quand même passé par les bancs
Comment est-ce qu'aujourd'hui... Non, c'est pas la Non, pas la bonne. Je vous rassure vraiment. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut revoir cette notion de génocide ? Qui décide qu'il faut revoir cette notion de génocide ? Elle a été mise en place et instaurée, je pense, dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale à l'époque de Nuremberg, à l'ONU. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de revoir les choses ? Il y a quand même une notion, un concept. Parce qu'il faut la faire coller à ce qui se passe à Gaza. Voilà, mais c'est que ça. C'est ça. Le but est de faire d'Israël un État génocidaire. Le but est de faire des Juifs les nouveaux nazis. Ça permet de se dédouaner, en tout cas pour partie, du crime qui a été commis, soit par indifférence, soit par complicité, il y a 80 ans. Donc, lorsque vous faites des Juifs les nouveaux nazis, les Palestiniens les nouveaux Juifs, on est en quelque sorte un peu moins coupable de ce qu'on a laissé faire il y a 80 ans. Et donc, il s'agit de changer la définition de génocide pour faire rentrer Israël, et ce que Israël fait, objectivement, dans cette définition très élargie. C'est pas la première fois qu'on revoit des notions juridiques. Et d'ailleurs, elles sont nombreuses à propos du droit international que l'on étire dans tous les sens pour dire d'Israël en Judée-Samarie qu'il est un pays occupant en violation du droit international, alors que le droit international est fondé sur les traités. Et les traités disent d'Israël qu'il a le droit sur un territoire qui va jusqu'au Jourdain. Donc on étire le droit international chaque fois pour faire rentrer Israël dans la catégorie du coupable. Et c'est vrai que l'intervention de la Belgique, à ce moment-là, elle tient beaucoup, à ce moment que l'on commente, tient beaucoup à des équilibres internes au gouvernement. Comme tous nos gouvernements, ce sont des coalitions plus ou moins bancales, plus ou moins fragiles. Il faut satisfaire l'un, il faut satisfaire l'autre. Et ça, c'est la coalition d'aujourd'hui. Oui. Mais on ne sait jamais. Vous avez tous dit que ça va prendre du temps et que ça risque de prendre des années. Mais donc, on ne sait pas la finalité qui sera au gouvernement. Si effectivement la précision de la Belgique consiste à insister sur l'intentionnalité, que celle-ci est préservée pour la définition de génocide, le pays aura fait œuvre utile. S'il va contribuer à, au contraire, effacer cette précondition d'intentionnalité, alors là, la Belgique aura prêté la main à une œuvre très funeste. Oui, mais pour aussi aller dans le sens vraiment stricto sensu de la question de Serge aussi, pourquoi... Stricto sensu, ça c'est l'avocat. Un petit peu, mais... Donc après, moi j'ai fait Sciences Po aussi, donc pour revenir en tout cas à l'époque où j'étais pas encore pendant la période du 7 octobre en droit, mais déjà à l'époque, il y avait déjà la question de nettoyage ethnique, ça c'était déjà les questions qui étaient mentionnées par rapport à Israël, et d'apartheid. Donc c'était déjà des questions que j'entendais, Serge, et je trouve que c'est vraiment une très bonne question que tu poses. Mais déjà, je vais te dire un premier point, les avocats et la jurisprudence européenne en matière de droit international public, ils veulent avoir leur petit mot à dire aussi. C'est déjà une question de, on veut être enclin avec notre temps, on veut pas être ceux qui seront du mauvais côté de l'histoire. Il y a beaucoup aussi ce côté convictionnel de, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice par des travaux juridiques postés sur Jura, sur Strada et des choses comme ça, ou des petits documents sur le sujet. Ensuite, il y a effectivement la question politique qui entre plus fortement aujourd'hui que jamais dans des questions juridiques. Et donc, je trouve qu'il y a un vrai flou dans le caractère d'intentionnalité qui est volontairement mis souvent sous le tapis pour parler effectivement on se réfère à ce que l'ONU a dit, on se réfère aux soupçons de la CIJ, et ces soupçons-là, et ces référencements de l'ONU, et cette espèce de sentiment de présumé coupable est très souvent mis sur le tapis, mais pour répondre enfin à ta question, je trouve que en tout cas dans le Benelux, il y a quand même un sentiment de on se mouille pas trop parce que même pour nous c'est compliqué de statuer. Et donc ils vont effectivement attendre qu'une porte ouverte soit mise en place. Si porte ouverte est laissée où on supprime l'intentionnalité, on pourrait très très bien entendre dans les prochains audits, dans les prochaines années universitaires dans les auditoires, quelqu'un qui pourra dire ça a été reconnu qu'il y a eu un génocide. Oui, mais c'est possible, Serge. Non, mais le truc c'est que tu supprimes l'intentionnalité. Imagine qu'il y ait des débats, qu'on supprime l'intentionnalité, qu'on arrive à un point. Pardon. On a quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas un génocide, vu qu'aujourd'hui on a défini le génocide comme étant un ensemble de choses. Enlève une des caractéristiques de ce truc, de ce concept, eh bien tu as quelque chose d'autre, appelle ça comme tu as envie, mais pas génocide. Mais pourquoi l'appeler... Enfin, pourquoi j'ai pas de problème à ce qu'on dise, eh bien voilà, s'il y a tout sauf l'intentionnalité, ça devient je sais pas quoi. Et Israël est coupable de je sais pas quoi. Mais pas de génocide. Il faut se rendre compte de la charge du mot. C'est ça. D'accord, la exactement. charge du mot. On revient là-dessus. Elle est terrible.
c'est le crime d'entre les crimes. C'est le crime qui exclut toute personne qui est accusée de l'avoir commis du genre humain. D'accord. Et donc, ça permet de délégitimer son existence et de faire la promotion de son élimination. Donc, il y a une charge terrible dans le mot. Et c'est très important. Maintenant, je voudrais apporter une précision. Il y a effectivement 2 conditions qui sont requises pour la définition du génocide. C'est l'intentionnalité, on en a suffisamment parlé, mais c'est aussi la matérialité. Même sur ce plan-là, la matérialité, on lui fait dire ce qu'on veut. Parce que matérialité, il n'y a pas eu de matérialité. On entend quoi par matérialité ? C'est-à-dire qu'il y a eu des dégâts dans la population visée qui soient de nature tellement importante qu'on ne peut pas nier le caractère génocidaire du crime qui aurait été commis. En fait, c'est la mise en place de moyens qui permettent d'exécuter le crime. Voilà, c'est ça. Par exemple, les centres de mise à mort par les nazis. Moyens. Les centres de mise à mort par les nazis, ou bien ce qui s'est passé au Rwanda, lorsqu'une grande partie de la population s'est jointe avec... Les moyens sont identifiés. Systématiques par des Arméniens, par les Turcs. De femmes et d'enfants aussi. Hein. Que ce soit systématique de femmes et d'enfants, ça indique qu'on ne veut pas qu'il y ait de possibilité de... Donc l'essentiel, c'est de jouer sur le mot génocide. C'est l'accusation la plus terrible. On a commencé par une accusation qui était relativement soft par rapport aux accusations nouvelles portées contre Israël. La première accusation, c'était l'occupation. Puis ça n'a pas suffi, on est passé à l'apartheid, à la discrimination, au nettoyage ethnique. Tout cela n'a pas suffi et donc on est passé au crime ultime, au crime le plus extrême qui puisse se concevoir, c'est le crime de génocide. Celui qui fait que celui qui le commet n'a plus le droit est un paria. Tu es disqualifié. Est un paria. Claude Moniquet, est-ce que ça pourrait... alors nous, on en a donné l'explication convenable aux auditeurs, mais est-ce que c'est un argument qui pourrait exciter les foules ? Parce que s'ils n'ont pas les explications comme nous on les a données, ou en tous les cas qu'ils ne les reçoivent pas, et peut-être qu'on lit juste les gros titres, la Belgique accuse Israël avec le CIJ, est-ce que ça pourrait exciter les foules, ça ? Est-ce que c'est d'avis pour... Oui, mais je dirais malheureusement, elles n'ont pas besoin de ça. Oui, voilà. Elles sont déjà suffisamment excitées. Les gens, je veux dire, ceux qui manifestent à la bourse tous les vendredis soirs, ou maintenant, comme c'est plus amusant, au marché de Noël. Excusez-moi, j'ai dit marché de Noël. Oui, plaisir d'hiver. Je vais être puni, c'est le plaisir d'hiver, je veux dire. On est deux. Il y a beaucoup de taquineries ce soir, c'est très sympathique. Soyons très très prudents avec la terminologie. Donc ceux qui manifestent au marché de Noël, devenu plaisir d'hiver, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise. Ils savent qu'il y a un génocide à Gaza. C'est un credo. C'est un credo, c'est un acte de foi. Premièrement, la Palestine sera libre du fleuve à la mer. Alors, je ne sais pas trop quel fleuve ni quelle mer, mais ça n'a pas d'importance. On trouvera bien un fleuve et une mer quelque part. Ils ne savent pas non plus. Ils ne savent pas de lac Léman. Et de toute façon, comme on sait tous que les Juifs veulent dominer le monde, ils sont fatalement entre une rivière et une mer quelque part. Et deuxièmement, ils sont en train de commettre un génocide. Ce sont des actes de foi. Oui, et le palestinisme, c'est la nouvelle religion. Nouvelle religion séculière. Et avec tout ce que ça dit rationnel. Tout à fait. Avec ses grands prêtres. On fera attention de ne pas faire de frérisme en parlant du marché de Noël à nouveau, donc on va bien rappeler le plaisir d'hiver. Mais c'est vrai que là-dessus, je suis... Vous voulez dire marché de Noël ? Oui, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. D'accord. Mais c'est vrai que c'est assez troublant en effet, parce que en fait, moi je veux quand même revenir un tout petit instant sur ce qu'Isaac a dit ces dernières semaines aussi sur cette émission, c'est qu'une fois qu'on a disqualifié par le terme de crime de génocide, en fait on ouvre une boîte de Pandore. Et c'est ça la conséquence aussi naturelle. Si on arrive à... En fait, Hannah Arendt parlait toujours de cette haine irrationnelle. Mais si pour une fois, nos ennemis pouvaient rationaliser leur haine, en pouvant légitimer juridiquement que nous sommes des gens avec un objectif de haine et d'éradication, ils ont une porte ouverte à nous nuire. Et c'est clair que c'est vrai que cet enjeu qui pourrait paraître accessoire, de se dire que de toute façon on s'en fout de ce que dit la CIJ, peut avoir des conséquences sur, encore une fois de plus, enfoncer le clou pour légitimer la haine des Juifs, puisque nous sommes rattachés à notre vision d'Israël, au sionisme. Et donc je pense qu'en effet, ça peut ouvrir une boîte de Pandore néfaste, et que tout cela peut avoir des conséquences dans notre société, sur les gros titres, sur un petit mot, une petite phrase en plus, qui va rajouter une pierre à la machine. Mais le truc, c'est que dans un sens ou d'une autre, ça l'aura.
Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure. C'est peu importe, t'appelles ça la Palestine, t'appelles ça autre chose. D'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, il y a plus, tout le monde s'en fout des faits en fait. Oui. Et tout le monde s'en fout de ce qui a été décidé. La décision de la Cour importe peu. Ce qui importe, c'est la mise en accusation. Je suis d'accord. C'est le processus. Je vous Parce que rappelle- le fait qu'il y ait un processus de mise en accusation, ça veut dire qu'il y a une suspicion de ou une possibilité que, et c'est suffisant pour dire que c'est comme ça, et pour dire derrière que si ça a été jugé comme étant pas comme ça, on va dire ah mais ouais mais bon, ils sont dans leur poche et dans leur truc. Enfin, de toute Le façon, tu gouvernement, peux pas gagner ça. Ce qui est intéressant, Oui. Allez-y. si demain la Cour internationale de justice disait dans des termes extrêmement clairs, il n'y a pas de génocide, il n'y a pas eu de génocide, On peut ça ne rêver. changerait pas grand-chose. Sur les termes D'accord. clairs, on Et peut je rêver. prends un exemple qui s'est passé. Le gouvernement britannique, il n'y a pas longtemps, je crois, il y a 6 mois de cela, un peu moins, a déclaré solennellement qu'Israël n'a pas commis de génocide. Tout à fait. Ça n'a strictement rien changé à l'humeur des foules. Rien changé à l'activisme des pro-Hamas. Je ne vais pas appeler ça pro-palestiniens parce qu'ils insultent la cause palestinienne qu'ils prétendent servir. Tout à fait. Donc, en réalité, ça n'a rien changé. Non. Ça les a excités. Ça prouve que le gouvernement britannique est une tentacule Exactement, sioniste. exactement. Je Je vais prendrai une réponse, mais- si vous permettez, je prendrai un exemple qui va dans le même sens. Amnesty International, qui a quand même Ouais. très longtemps fait un travail très respectable et était une organisation raisonnable. Amnesty International a mis 2 ans et et un demi mois. à comprendre, à admettre et à dire que le Hamas avait commis des crimes contre l'humanité le 7 octobre, mais il n'avait mis que quelques mois à découvrir qu'il y avait un génocide en cours à Gaza. Et même dans ce rapport donc tout récent, puisque c'est 2 ans et un mois après le 7 octobre qu'il y a eu ce rapport de Amnesty International qui accuse le Hamas de crimes contre l'humanité, il n'en reste pas moins que dans ce même rapport, mais n'oubliez pas, écrit Amnesty International, qu'Israël a commis un génocide. Ils ont Non. été beaucoup plus rapides sur cette découverte-là. Bien sûr. Il nous reste 20 minutes, donc je propose qu'on refasse un point sur ce qui s'est passé en 2025. Je vais vous demander à tous si vous avez le sentiment qu'il s'est passé quelque chose, un tournant. Est-ce qu'il y a un vrai tournant sur la perception d'Israël et des Juifs en Occident j'ai envie de dire 2025, mais on pourrait peut-être même reprendre sur 2024. Mais est-ce que vous avez ce sentiment qu'il y a les choses qui sont réellement en train de changer? Qu'est-ce qui veut répondre? Moi, j'ai envie peut-être un petit mot. Ce qui me choque le plus, ce qui me frappe le plus, en fait, c'est entre 2024 et en 2024, on savait il y avait la guerre, le truc. Alors 2025, il y avait encore une bonne partie. Il y a eu la guerre à Gaza, mais il y a quand même eu un moment un plan de paix, les trêves, les points, etc. Le plan qui vaut ce qu'il vaut, avec des frappes de la ligne, derrière la ligne jaune, etc. Mais qui vaut ce qu'il vaut. Mais on a l'impression qu'encore une fois là aussi, ça change plus grand chose en fait. Qu'on a de toute façon passé un cap et que paradoxalement, qui est la guerre, qui est pas la guerre, qui est des gens qui meurent ou pas, qui est des gens qui soient nourris, alimentés. En définitive, ça change pas les manifestations du soir à la bourse, ça change pas Greta Thunberg et son action, ça ne change plus grand chose. On est dans la même logique et on se rend bien compte quelque part que quels que soient les faits, après tout, c'est trop tard. On a Claude Moniquet, est-ce que les populations juives, les communautés juives sont plus menacées en 2025 et le seront plus encore en 2026 qu'elles ne l'étaient? Elles le sont autant et elles resteront à l'être autant. Elles ne le sont pas plus, selon vous? Ça n'a pas réveillé... Après Bondi Beach, on a tendance évidemment instinctivement à dire oui, mais j'en suis pas sûr, parce qu'il y a eu de nombreuses tentatives d'attentats contre les communautés juives qui ont heureusement été déjouées. Donc je ne pense pas qu'il y ait un plus. On reste sur une constante qui est une vague qui est haute, qui va rester haute pendant longtemps, parce qu'effectivement, les terroristes eux, sont même totalement hors de ce débat que nous avons. Ils s'en foutent complètement de leur CIJ, etc. Donc eux vont rester sur leur cheval de bataille, et ceux qui les suivent, qui les soutiennent, qui les encouragent, ou qui par leur silence les encouragent, mais eux vont continuer également dans leur délire palestiniste et anti-israélien et antisémite. Donc ça, c'est une chose. Il n'y aura pas de changement. Mais je voudrais quand même... Il y a eu des faits. Je m'intéresse aux faits. 2025 a été une année dans laquelle on a vu effectivement le plan Trump sur Gaza. Le plan Trump sur Gaza est imparfait, on peut le critiquer, etc. Il va être très 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 difficile à appliquer. S'il l'est, c'est la seule chance pour les Palestiniens,
il faut être très clair là-dessus, c'est la seule chance d'avoir un jour un État. Parce que en filigrane, dans les derniers paragraphes du plan, on voit bien Le point 19. oui, cette possibilité. Donc il devrait la saisir. C'est-à-dire qu'il devrait, et on voit qu'il y a des tentations, mais que c'est compliqué pour eux, ils devraient participer à l'éradication, ou en tout cas au désarmement politique et militaire et armé du Hamas et des autres organisations terroristes. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a eu quand même... Alors, est-ce que cette occasion du plan de paix sera saisie? Ça, l'avenir le dira. De nouveau, ma boule de cristal, j'ai laissé à la maison. Deuxièmement, on a eu la libération des otages vivants. Et des dépouilles, à l'exception d'une. À l'exception d'une. C'est une victoire qui a un goût amer, puisque c'est une minorité qui a été libérée. Mais on sent quand même qu'il y a une chape de plomb qui s'est enlevée, j'ai envie de dire, que cette libération d'otages, pas seulement pour les Israéliens, mais pour les Juifs du monde entier. Moi, je ne porte plus le pin jaune depuis la libération. Je devrais, parce qu'effectivement, il reste un corps, mais et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Sur CNews, chez qui je suis correspondant, consultant, depuis 10 ans, on a porté le pin, tout le monde, pendant 2 ans, en fait, depuis que le pin existe. Et c'est une chose importante pour les familles, pour le deuil, pour l'État. Pour l'État, pour la résilience, c'est extrêmement important. Et il y a une chose dont nous n'avons pas parlé, qui est hors de notre sujet, mais qui pour moi est fondamentale. 2025 restera dans ma mémoire un point de bascule dans lequel on a vu l'émergence. On a constaté l'émergence du crime organisé comme force pouvant déstabiliser l'État, que ce soit en Belgique ou en France. Vous pouvez préciser votre... Les narcotrafiquants qui passent leur temps à se tirer dessus dans les rues de Bruxelles, à faire sauter des maisons en verse, à assassiner les frères d'activistes anti-narco en France, etc., ont une capacité que les terroristes n'ont pas, qui est, d'une part, ils ont d'abord une puissance énorme, parce que c'est des dizaines de milliards de chiffre d'affaires par an. Ils ont la capacité d'aller voir des gamins inemployés, de leur dire « Toi, tu vas gagner 200 € par jour pour faire le chouf, monter la garde auprès d'un point de deal. » Très attractif. Ils ont la capacité de remplacer l'État. On le voit dans certaines communes où ils offrent des gardes d'enfants, des fournitures scolaires, des colis alimentaires aux populations pour compenser les nuisances. Comme en Colombie. Comme en Colombie, absolument. C'est la règle des cartels. Donc, ils ont cette possibilité. On en est arrivé là à Bruxelles. À Bruxelles, pas encore, mais on y viendra. On y viendra. Et on y va, en tout cas. Ils ont la capacité de tuer. Ils le font tous les jours, à peu près. Pas spécialement en Belgique, mais en Europe. Je veux dire, pas en Amérique latine. En Europe. Et ils ont la capacité d'acheter, de corrompre. Et on a des éléments très clairs sur la police, sur des dockers, sur des greffiers de tribunaux, sur des élus locaux, sur des magistrats qui ont été corrompus par le crime organisé. Donc c'est très facile. Vous avez derrière vous 10 milliards de dollars. Vous dites, dans ma main gauche, j'ai une enveloppe. Tu la prends, tu n'as pas de problème. Dans ma main droite, j'ai un flingue. Si tu prends pas l'enveloppe, tu as une balle. Devinez ce qui va se passer. Et le problème qu'on va affronter, tous les problèmes que nous avons évoqués vont rester, l'antisémitisme, le terrorisme, l'islamisme, ça va rester, mais je vous annonce avec plaisir, parce que je voulais être cynique, mais je ne le serai pas, mais je vous annonce quand même un 4e problème qu'on va avoir, qui est cette confrontation crime organisé qui, lui, peut détruire l'État. Isaac, on va revenir peut-être... Sur un bilan. Ouais. Alors moi, je distinguerais 2 choses. La première, c'est la situation des Juifs en diaspora qui s'est beaucoup dégradée. Ça paraît évident. En Europe, elle est à un niveau très très élevé. Elle le restera encore pour longtemps. Et ça restera... J'ai presque envie de dire, qu'est-ce qui pourrait faire que ça diminue ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, l'empreinte laissée par ces 2 ans de guerre est très profonde et ça mettra longtemps à cicatriser, si ça cicatrise un jour. C'est l'affaire plutôt des historiens de se pencher sur ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'on est capable de porter une analyse sereine. Donc la situation des Juifs s'est beaucoup dégradée en diaspora. Il y avait une île qui était préservée, c'était les États-Unis, même si elle était déjà cancérisée à gauche, mais elle commence à être cancérisée également à droite. Et malheureusement, le traitement réservé par les responsables du Parti républicain ressemble pour beaucoup à la négligence des responsables démocrates lorsque le premier primitif de ce cancer s'est installé dans le corps démocrate. Et
même s'il y a des différences entre les deux, parce que la haine des juifs chez certains démocrates, c'était au nom du wokisme et de l'intersectionnalité des luttes, alors que chez les républicains, c'est le lobby juif et la prétendue subordination de la politique américaine aux intérêts israéliens, et aussi le fait que chez les démocrates, peu de juifs ont combattu cette présence antisémite en leur rang, alors que chez les républicains, ce n'est pas le cas. Par exemple, un Ben Shapiro s'est longuement fait entendre à Phoenix pour critiquer Tucker Carlson, Candace Owens ou bien Nick Fuentes. Ça, c'est la première chose. Donc, une situation des Juifs à l'étranger qui s'est beaucoup dégradée. Pour ce qui est d'Israël, sa situation est incommensurablement meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 2 ans. Lorsqu'on prend un peu de distance par rapport aux histoires, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent se mettre en place, est-ce que le plan Trump a une chance d'être appliqué et quelle sera l'attitude de la Turquie? Quelle sera l'attitude de l'Iran et sa volonté de développer son programme balistique et nucléaire? Tout ça, ce sont des inconnus. Il faudra gérer ça, optimiser toutes ces inconnus. Mais c'est certain que sur un plan stratégique, Israël a considérablement amélioré sa position. C'est aujourd'hui une puissance régionale incontournable qui n'est plus menacée par une guerre conventionnelle depuis que l'Égypte a signé la paix en 1978. Et aujourd'hui, contre l'Iran, elle a fait la preuve à tous les pays sunnites qu'elle est un allié indispensable pour ses alliés sunnites pour se mesurer à une menace commune qu'est l'Iran. Tout à fait d'accord. Édouard. Donc pour mon bilan, ça va aussi répondre à plusieurs questions. Déjà, au tout début, on a parlé aussi de la menace pour les Juifs. Je pense que la menace aujourd'hui doit être vue sous le plan comme le voyait Samuel Huntington, c'est le monde libre, c'est-à-dire le monde occidental. Et finalement, ça revient aussi au rapport Trump. Si on a une cartélisation de nos économies et de notre pays, si on a les Juifs qui sont pris pour cible, si on a des prêtres des prêtres chrétiens qui peuvent plus officier, c'est un déclin de nos nations. Et un des réflexes qui est le cas depuis maintenant 2 ans, c'est qu'on a beaucoup de Juifs de diaspora qui soit retournent en Israël, soit fuient l'Europe. Je pense que, comme je l'ai déjà dit ici à l'antenne, c'est pas la solution, mais à court terme, c'est l'idée de partir, se réfugier. Et je pense que, déjà, comme disait Giovanni Falcone, suivez l'argent pour la mocromafia, c'est déjà une des visions à avoir. Je pense que pour les Juifs, c'est un moment simplement charnel dans leur vie, c'est quelle sera notre vie dans 10 ans. Et je pense qu'en 2025, après évidemment la libération des otages, on s'est dit, ok, le temps du présent, on peut un peu se reprojeter dans le temps, et maintenant qu'on se projette dans le temps, où allons-nous? Et c'est vrai que c'est une année un peu difficile, c'est une année où les Juifs se sentaient seuls, et en fait font un cri d'appel à toutes les personnes qui partagent nos valeurs, notre socle de valeurs, de se réveiller et d'éviter ce déclin, de ne pas être choqué quand il y a un rapport étranger qui nous dit que l'Europe est en fin de vie. C'est de plutôt se réveiller, de se défendre, de retrouver un État fort et d'avoir des politiques ambitieuses. Et enfin, sur le point de... Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Si on ne doit pas aller en Europe, on va aux États-Unis. Si on va aux États-Unis, on ne peut pas aller, on doit tous aller en Israël. Bien sûr qu'en Israël aujourd'hui la situation est meilleure d'un point de vue en tout cas idéologique, au point de vue de se projeter dans le temps, mais il y a encore évidemment plein d'inconnus dans le pays qui font que voilà, Israël est un pays comme un autre, et c'est aussi ça qu'il faut dire à l'antenne, et c'est clairement pour moi aussi un pays qui a une vie démocratique très animée, des oppositions qui s'entremêlent, donc on est finalement confronté, que ce soit en Israël ou en Belgique, à un même problème démographique aussi, d'une population au sein de ces pays qui ne prêtent plus allégeance aux mêmes valeurs. Donc il y a beaucoup d'inconnus, mais en tout cas la chose que je sais, c'est que la réponse doit être une grande force politique, et de ne pas non plus redouter, comme vous disiez oui, mais vous avez vu, de toute façon qu'on qualifie le crime de génocide ou pas, ça change rien. Ça change rien pour les convaincus, mais il y a ceux qui font peser la balance dans toutes les élections, ce sont les indécis, que ce soit aux États-Unis. Il qu'on leur fasse entendre. Oui, mais c'est justement, mais c'est pour ça. Il faut que les indécis, ceux qui sont au milieu de la mêlée, on puisse se battre pour les faire entendre. Sinon, autant ne pas se lever le matin, mais c'est eux qui peuvent faire changer la donne. Moi, j'aimerais juste, avant qu'on termine, parce que je sais qu'on a bientôt malheureusement déjà terminé, vu qu'on a la chance d'avoir Claude Monica avec nous aujourd'hui, il y a eu une nouvelle cette semaine sur un investissement massif en Israël dans l'industrie de l'armement, de manière à pouvoir, sur les 10 prochaines années, je pense, 110 milliards de dollars sur les 10 prochaines années, pour pouvoir
Je pense principalement Autonomiser. devenir autonome, se libérer d'une certaine dépendance avec pour les États-Unis, j'imagine essentiellement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous indique quoi ? Ça vous inspire quoi, ça ? Je regarde d'abord Claude Moniquet. Mais la guerre, de manière générale, a extraordinairement évolué depuis, pas seulement depuis Gaza, d'ailleurs depuis l'Ukraine aussi. Hein. On a vu quelque chose qui était quand même relativement inattendu, qui est l'utilisation massive de drones, y compris de petits drones commerciaux qu'on peut acheter à 200 € et qui peuvent être utilisés comme armes, et d'ailleurs aussi par des terroristes s'ils le voulaient. On a toutes les techniques de guerre hybride, avec entre autres les attaques informatiques, etc. Donc c'est l'occasion pour Israël qui est effectivement... alors Israël n'a pas les moyens de faire certaines choses. Israël n'aura jamais de porte-avions probablement comme ceux des Américains. Je pense pas. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'ils en aient besoin. C'est un autre débat. Mais il y a des sous-marins. Il y a des sous-marins, oui, tout à fait. Et puis il y a, paraît-il, l'arme nucléaire. Oui. Donc bon. Ça c'est pas sûr, on n'en a pas la preuve. Hein. On n'en a pas la preuve absolue. Donc je pense que les investissements israéliens, Israël est une formidable puissance, Startup Nation est une formidable puissance dans tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Et si cet investissement est habilement dirigé, pas spécialement pour acheter ou pour fabriquer 2000 Merkava de plus, parce que c'est pas ça qui change pour le champ de devenir bataille. indépendant des États-Unis. Mais pour devenir indépendant et pour avoir la capacité d'avoir une capacité de projection des différents moyens de guerre hybride, là effectivement, ça vaut la peine. Et je pense que c'est ce qui sera fait connaissant l'intelligence de l'armée israélienne. Donc c'est vraiment, il y a quand même eu peut-être quelque part un réveil des consciences aussi en Israël sur le fait de dire on a besoin de cette autonomie. Non seulement on a besoin de l'autonomie par rapport à certains éléments comme même les munitions, mais aussi à la chaîne d'approvisionnement. On a vu que la chaîne d'approvisionnement pouvait être problématique avec la chaîne logistique à Liège et compagnie. On l'a vu ça. C'est une autonomie quand même qui sera relative. Quelle est la limite Même si Israël peut, dans une série d'équipements, être autonome, il y aura quand même toujours ce lien ombilical avec les États-Unis qui sera important. Et puis il y a de toute façon le poids des États-Unis dans le reste du monde. Et qu'est-ce qui se passe s'il change ? Si cette relation change, parce qu'on en parlait. C'est ce que je voulais mettre. C'est ce que je voulais mettre. Israël n'a pas la masse critique pour être autonome dans toute la production des moyens de défense. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les 110 milliards de dollars seront essentiellement consacrés à la production de munitions. Les munitions les plus essentielles. Pour pas tomber à court, comme c'est arrivé et être victime d'embargo par Biden, par la France, par la Grande-Bretagne. Oui, ou la chaîne logistique, toute la chaîne même. Donc, mais pas la masse critique pour construire des porte-avions ou des F-35 ou des chasseurs de la 6e génération. Exact. Ça n'est pas possible. Et donc, il y a une relation organique essentielle pour la pérennité d'Israël, c'est le lien avec les États-Unis. Et on revient à ce qu'on disait au début de notre émission. C'est la crainte que j'ai, d'ailleurs pour l'année qui vient, c'est cette cancérisation de la société américaine. Elle était concentrée à gauche, à l'extrême gauche, puis c'était dans la marge de la gauche. Maintenant, c'est 40% de la représentation au Congrès des démocrates est ouvertement anti-israélienne. J'ai peur de cette cancérisation à droite, surtout après ce que j'ai entendu à Phoenix et l'intervention de J.D. Vance. Ça veut dire que si, après que ce tabou ait été brisé par les démocrates, les républicains s'engouffrent dans la brèche et que l'antisémitisme devient aussi normalisé, aussi banalisé, aussi mainstream, j'ai peur que les Juifs aux États-Unis n'aient plus de tente sous laquelle s'abriter et que le lien organique qui relie Israël aux États-Unis n'en soit altéré à l'avenir. Ouais. Alors Isaac, vous avez effectivement, si on a encore une seconde, je voudrais rappeler effectivement, les leçons d'histoire sont importantes, que dans les années 30, les États-Unis refusaient d'accueillir les réfugiés juifs. Bien sûr. Et que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un retour à cet isolationnisme qui est aussi antisémite de la droite américaine, et c'est inquiétant. Claude Moniquet, vous avez la parole, je vous la laisse. Vos souhaits pour 2026, bien sûr, on sait la santé, etc., mais par rapport à tout ce qui a été dit, et je vous le demanderai à tous, et c'est là-dessus qu'on se quittera. Je commence avec vous, Claude Moniquet. Alors, sans illusion, je voudrais qu'il y ait plus de clairvoyance chez nos dirigeants politiques européens, parce que quand même, en définitive, c'est eux qui décideront de tout, c'est eux qui ont la capacité, s'ils le veulent, de lutter contre l'antisémitisme, de lutter contre le terrorisme, de lutter contre l'entrisme des frères musulmans.
Mais c'est un vœu, et j'aurais tendance à dire que c'est un wishful thinking, que c'est un vœu pieux, parce que je pense qu'ils le savent aussi bien que nous, mais qu'ils ne le feront pas. C'est pareil, c'est ce que je disais déjà avec plusieurs émissions qu'on a eu la chance d'avoir avec Isaac sur déjà la position des États-Unis. Donc c'est la même chose en Belgique, c'est nos dirigeants, c'est la pression qu'on peut mettre aussi dessus. Je pense que on peut quitter la Belgique, on peut quitter n'importe quel pays, on ne fait que repousser l'inévitable si on ne se bat pas là où on est déjà. Et se battre, faire pression sur nos politiques, c'est s'engager chacun de son côté à sa manière, même pour améliorer ne serait-ce que de 0,5% la situation. Et je pense qu'on en est tous capables. Serge. Moi, j'espère, je nous souhaite à tous de la sérénité, en fait. Que le monde, en général, devienne plus serein, les gens soient plus sereins, et qu'on réapprenne peut-être à se parler, à échanger, malgré les différences d'opinion qu'on peut avoir, et c'est normal, les différences d'avis, mais qu'on apprenne à reparler, et ce serait très bien, je trouve. Monsieur Franco, on vous laisse le mot de la fin. Plus que de la clairvoyance, je rebondis sur ce que disait Claude, du courage. La volonté. Oui. Du courage politique. Parce que je ne doute pas que les politiciens, nos autorités politiques, sont clairvoyants. Je pense qu'ils font une analyse lorsqu'ils la font pour eux-mêmes. Ils ne se trompent pas. Mais ce qui manque le plus, c'est le courage politique. Et à cet égard, je salue en Belgique la formation d'une coalition à la tête de laquelle se trouve De Wever, qui a montré qu'il avait la stature d'un homme d'État lorsqu'il a défendu les intérêts du pays et qu'il a sauvé le pays de la banqueroute, carrément, et d'un Georges-Louis Boucher de son parti, du MR, dans cette coalition pour faire pièce à certaines forces qui ont montré toute leur capacité de nuisance à l'égard de l'État d'Israël. Vous savez ce que disait Jacques Chirac sur le courage en politique, hein ? Oui. C'était un peu vulgaire, mais c'était très explicite. Il disait quoi ? Il disait que certains devraient s'acheter une paire de... Imaginez à quoi ? Parce que c'est ce qui manque le plus. Ah ben voilà, on terminera sur ces paroles sages de Jacques Chirac, reprises par Claude Moniquet. Mais permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes de passer une excellente année qui va arriver pour 2026. On espère vous retrouver la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'on sera le 1er, on fera le 1er janvier tous ensemble, avec Benjamin Beckmans qui sera en studio, président du CCLJ. Je vous souhaite une bonne santé à tous et à toutes, passez, réveillonnez du mieux que vous pouvez, et puis qu'on soit tous au chômage et qu'on n'ait plus rien à se raconter, ça serait déjà pas mal, comme l'a dit Viviane Teitelbaum il n'y a pas longtemps, qu'on puisse avoir de la musique sur Radio Judaïka et presque plus grand chose d'autre à se dire. Passez une bonne semaine, vous retrouvez l'information demain matin à partir de 7h avec Lise Benkemoun et toute son équipe. Merci beaucoup, bonne soirée.